Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG et sur le poste où le club a le plus avancé aujourd'hui. Alors il est encore très tôt dans le mercato qui n'a même pas ouvert ses portes, même si ce sera le cas demain le 10 juin. On va attendre le 1er septembre pour éviter des conclusions qui seraient trop hâtives aujourd'hui, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est surprenant de voir que c'est au poste de gardien qu'on a eu le plus de mouvements jusque-là, avec les départs de Keylor Navas, Le Tellier qui a officialisé le sien la semaine dernière, l'incertitude autour de Sergio Rico, fin de contrat le 30 juin, on ne sait toujours pas ce que le club veut faire avec lui. Arnau Tenas, pareil, il aurait demandé un prêt en Espagne de préférence, mais Luis Enrique voudrait le garder. Et bien sûr, c'est là qu'on va officialiser, normalement la semaine prochaine, notre première recrue de l'été, Matvei Safonov, le gardien russe qui vient en provenance de Krasnodar pour 18 millions plus deux bonus. Donc bien sûr, c'est assez surprenant d'être à ce moment du mercato à parler de ce poste de gardien, mais sur la chaîne YouTube, ça fait plusieurs mois que je vous disais, attention, cet été déjà, il y a la nécessité de recruter un numéro 2 avec le départ programmé de Keylor Navas, et en plus, ça ne m'étonnerait pas que Donnarumma soit un petit peu challengé, pas non plus sur le marché des transferts au rayon des joueurs à vendre, mais voilà, c'est vrai que dès l'été dernier, on avait des gardiens assez référencés en Europe qui étaient un peu associés au PSG, des rumeurs comme quoi Luis Enrique préférait un gardien qui joue bien au pied pour son projet de jeu. En Espagne, il n'avait pas hésité à sortir de Réa pour Unai Simon. Donc c'est vrai qu'il y a eu par moment des petits signaux qui aujourd'hui sont très concrets, même si ça reste quand même très surprenant de parler aussitôt dans le mercato d'un poste qui ne semblait quand même pas être la plus grosse des priorités, où tu as déjà investi un bon billet sur un joueur qui est d'autant plus surprenant parce que destination un peu exotique, la Russie, même si on parle quand même d'un international, qui a quelques matchs, notamment face au Stade Rennais en Coupe d'Europe, même si on peut pas non plus dire qu'il est référencé au plus haut niveau européen. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'ordre des priorités au club. Après, sur Safonov lui-même, donc déjà on a eu des précisions par rapport à la vidéo que j'avais fait sur lui il y a une grosse semaine. Déjà, la base fixe du transfert, c'est 18 millions. 1 million de bonus qui serait versé quand il aura joué 20 matchs avec le club et un deuxième million quand il aura passé la barre des 50 matchs. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. On peut partir donc sur 18 millions. Certes, c'est un bon billet. Après, sur un joueur international, pour un numéro 2, ça me paraît pas déconnant. Il y a des clubs qui n'ont pas hésité à passer le cap des 10 millions pour un gardien remplaçant. Voilà, nous, il nous en fallait un. Alors, il y a aussi des rumeurs comme quoi il aurait une interdiction de quitter le territoire russe depuis quelques jours parce qu'il doit 600 000 euros de pension alimentaire à son ex-femme pour la fille qu'il a eue avec elle. Alors, lui a démenti, bien sûr. Faut garder à l'esprit que dans cette histoire, tout ce qui fuite, c'est du côté de la femme. Rappelez-vous, dès que les rumeurs sont sorties, le lendemain, l'avocate de la femme avait pris la parole publiquement pour dire attention, ça va être très compliqué transfert de Safonov et tout ça parce qu'il est en bisbise avec son ex-femme et tout ça. Lui, de son côté, on peut dire que il a fait des dizaines de demandes pour avoir sa fille qui ont été refusées. Sa femme donc lui interdit de voir sa fille. Et il aurait aussi porté plainte pour vol, en fait. Quand ils étaient encore ensemble, elle aurait volé 10 000 euros. Voilà. Donc il a porté plainte pour ça. Bien sûr, on peut pas se prononcer sur ce genre d'histoire. On ne sait pas le vrai du faux. On n'a pas le nœud de l'affaire, donc on peut pas dire qui est le gentil, qui est le méchant, bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on recrute un joueur qui va rapporter un petit peu de divertissement au PSG après les départs d'Icardi. On rappelle les fameux congés pour récupérer sa femme sous Leonardo. Ça, c'était quand même assez exceptionnel, un moment grandiose de l'histoire récente du club. D'ailleurs, j'espère que Alvarez, là, joueur pisté par le PSG, va appeler Mauro pour lui demander ce qu'il pense du club et que Mauro sera quand même gentil, même s'il a perdu son football de notre côté. On lui a quand même laissé 3 jours de congé, où il était quand même payé, voilà, il n'y a pas eu retenue sur salaire, pour aller récupérer sa nana et faire ses stories Instagram absolument exceptionnelles, notamment celle où il est torse-poil dans son lit avec elle qui a la main dans le slibard. Oh,
quelles émotions que de repenser à ce PSG. On n'oublie pas aussi Neymar, hein, toutes les histoires avec Bruna Biancardi et tout le bordel qui l'aurait trompé et tout ça. Bon, bref, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu d'entertainment au PSG après avoir recruté des joueurs très lisses, mariés, rangés. On peut penser à Dembélé, à Skriniar, à Asensio, même si Lucas Hernandez, il s'était quitté avec sa femme, la femme avec laquelle il avait été en justice là pour violence conjugale, mais ça remonte à 2018, avant de signer au club l'été dernier. Et là, il en a une nouvelle qui fait que de s'afficher avec lui sur les réseaux sociaux. Bref. Donc, déjà, sur Safonov, on a eu un article du journal L'Équipe sur le transfert en lui-même, club russe, est-ce que les fonds vont pas servir à financer l'effort de guerre? Alors, d'un côté, c'est vrai que l'article nous montre un petit peu la mentalité des médias, nous donne un avant-goût de ce que va être le quotidien de Safonov, parce qu'il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Forcément, dès qu'il va se présenter en conférence de presse ou face aux médias, il va avoir une question là-dessus. Et donc, il va falloir que sa réponse soit bonne, il va falloir qu'il fasse de la politique, parce que au PSG, quand une réponse est montée en épingle, ça peut vite prendre des proportions assez extraordinaires. Hein. Il y a beaucoup d'histoires qui ne touchaient absolument pas au football et qui, au final, ont duré des semaines et des semaines au club en prenant des proportions assez dingues. Voilà, jusqu'à aller à l'Assemblée nationale, voir des députés s'en saisir. Hein, on se souvient du char à voile avec Christophe Galtier, par exemple. Voilà. Après, dans l'article, il est quand même dit que le propriétaire de Krasnodar n'a pas trop de lien avec Poutine et son régime, n'est pas sous le coup de sanctions de la France ou des États-Unis. Bon, l'Ukraine, ils l'ont mis sous sanctions, mais la France et les États-Unis, non. Il a juste eu son yacht qui a fait état d'un contrôle à Monaco au début de la guerre. Bon, aujourd'hui, il sera à Dubaï. C'est ce qui est dit dans l'article. Donc, c'est vrai que si on pourrait trouver quelque chose de positif dans l'article, c'est ça. C'est qu'ils apportent des précisions là-dessus plutôt positives. Mais c'est une réalité pour moi qu'il faut prendre en compte, en fait. Le joueur va devoir faire avec. Et voilà, il va pas falloir que tout ça soit monté en épingle. Voilà. Et puis du côté du club, il va pas falloir qu'on trouve des espèces de malversations, parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur comment les fonds ont été transférés, sachant que la plupart des banques russes sont plus dans les circuits bancaires internationaux. Bon, là, l'idée c'est d'éviter de trouver des mandats un peu bizarres, hein, pour des gens qui auraient des liens amicaux avec Luis Campos, quoi. Bref, l'article qui a retenu l'attention, qui a été monté en épingle, repris sur tous les autres médias et qui donc a fait que tout le monde s'est un peu exprimé sur le sujet et qui fait que j'allume la caméra, parce que franchement, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, allez, next, tu le mets pas dans tes brouillons, ça sert à rien, c'est Damien Degord. Le problème, c'est qu'il y a tellement de monde qui en ont parlé que je me dis, en fait... Si, donne ton avis, Romain, essaye un petit peu d'être le plus objectif possible, parce que je trouve qu'il y a un certain manque de respect avec Donnarumma et un traitement de ce poste de gardien un peu bizarre. Bon, déjà un article signé Damien Degord, donc niveau fiabilité, je pense qu'on fait pas pire. Lors de la première concurrence entre Navas et Donnarumma en 2021, c'était lui qui écrivait un article où il nous racontait une anecdote comme quoi Navas se serait foutu de la gueule des gants, de la marque des gants de Donnarumma dans le vestiaire. Donnarumma aurait compris. Bref, des ragots sans nom. Degord, vous connaissez, hein, Degord Herman, c'est la peste et le choléra. Et donc, dans son article de vendredi, il nous dit que, selon Luis Enrique, et ça a été annoncé aux 3 joueurs, il n'y a pas de numéro 1 aujourd'hui au poste de gardien. Voilà. Chacun va devoir batailler pour aller chercher ce statut. Tout le monde est sur le même pied d'égalité entre Donnarumma, Safonov et donc Tenas. Bon, là, j'ai doucement rigolé quand même quand on me dit qu'on met Tenas dans les discussions avec Donnarumma. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de sérieux. Mais dans tous les cas, Luis Enrique, dans cet article, il est dit que malgré la volonté de Tenas de partir en prêt, Luis Enrique aimerait le garder. Pourtant, dans ses choix, Navas et Tenas ont joué autant de matchs cette saison, en fait. Tenas jouait devant Navas quand Navas avait ses problèmes au lombaire en fin d'année civile 2023, mais quand Navas était de retour en 2024 et qu'il avait plus de blessures, c'était lui, le costaricien, préféré à Tenas. Un choix fort quand même de la part de Luis Enrique, qui aurait pu préférer un gardien plus jeune, dont il était sûr qu'il allait être là la saison prochaine, alors que Navas, finalement, comme Mbappé, hein, on savait dès le début qu'il n'allait pas prolonger son contrat. Et puis en plus, pour aller plus loin, quand on voit comment Navas était bouffi des joues
en dessous le triple menton et puis même au niveau du ventre, on se disait que bon, il collait peut-être pas avec les exigences physiques que Luis Enrique a eu l'été dernier avec Verratti par exemple, en matière voilà de joueurs fit pour son projet. Bref, Luis Enrique a déjà fait ça en 2015. Claudio Bravo au Barça jouait la Liga et Ter Stegen la Ligue des Champions. La réalité, c'est que ça ne les a pas empêchés de remporter du coup la Ligue des Champions sur cette saison. Mais il y a une autre réalité, c'est Claudio Bravo déjà qui part après la saison 2015-2016, donc celle d'après, après la même alternance sur cette saison, donc il part à Manchester City, et Ter Stegen après fait des déclarations comme quoi la situation n'était plus tenable pour lui, que si le Barça ne lui avait pas fait confiance et n'aurait pas dégagé Claudio Bravo, il serait parti en fait. Donc déjà, on voit qu'il y a des gardiens qui n'apprécient pas vraiment ces situations. J'irais même aussi jusqu'au Real 2013-2014, avec Carlo Ancelotti qui met Diego Lopez en Liga et Casillas en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Ça les empêche pas évidemment de remporter la Ligue des Champions. Plus tard, même Lolichon, l'entraîneur célèbre des gardiens de Petr Cech et de Chelsea pendant plus de 15 ans, même s'il les a quittés dernièrement, il disait plus tard que en fait Carlo Ancelotti, quand il fait ça, c'est politiquement parce que Casillas a le soutien du vestiaire et que Carlo Ancelotti ne veut pas avoir de problème avec le vestiaire. Alors je crois que c'était plutôt sur la saison d'après, quand il y a Keylor Navas qui signe après sa super Coupe du Monde et que finalement Casillas reste titulaire devant Navas. Carlo Ancelotti fait ça pour ne pas se mettre le vestiaire à dos. Donc on se rend compte que dans ces histoires, souvent, il y a aussi énormément de politique. Et on le verra aussi au PSG, bien sûr. Bon, pour revenir au PSG, Donnarumma est évidemment décevant en Ligue des Champions. Sur les 3 éditions qu'il a eu à jouer, face au Real, face au Bayern l'année dernière, on se souvient du but de Coman, où il est un peu stoïque sur sa ligne, il bouge pas, il met un peu de temps à se coucher au sol. Et bien sûr, c'est une action qu'on a vue aussi à plusieurs reprises en Ligue 1, même sur le but de Mats Hummels par exemple au Parc des Princes, c'est un peu une situation un peu similaire là, le 8 mai. Et puis bien sûr cette saison, voilà, sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, où il était carrément ciblé par les adversaires. Ses stats sont très très inférieurs en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Il allonge beaucoup plus son jeu aussi en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il est ciblé par les adversaires, qu'il panique un peu plus, ou alors que Luis Enrique lui demande plus de jouer devant, dans des plans plus élaborés à la relance. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Safonov, de son côté, a quelques matchs intéressants au niveau européen avec Krasnodar, comme je disais, face à Rennes par exemple. Et puis en Ligue 1, par contre, là, il n'y a aucun débat. Donnarumma est absolument extraordinaire. J'ai été surpris sur les réseaux sociaux quand je voyais qu'il y avait débat sur le titre de meilleur gardien de Ligue 1 cette année, mais je ne sais pas si on se rend compte le rôle qu'a eu Donna dans le titre de champion. Je pense que c'est limite le joueur qui a fait gagner le plus de matchs au PSG cette saison, en fait. Peut-être même devant Mbappé et tous ses buts, ses passes décisives et tout ça. C'est incroyable. Voilà, je vous réfère au match contre Reims. Au final, on gagne 3-0, mais il fait un nombre hallucinant d'arrêts et même l'entraîneur adverse n'en revient pas, en fait. Il y a plein d'arrêts qu'il fait aussi à 0-0, parce que tu peux faire des arrêts à 4-0, des arrêts incroyables, mais c'est surtout qu'il les fait à 0-0 lui, en fait, à des moments des matchs où rien n'est encore joué. Donc je vois bien Donnarumma en Ligue 1 et Safonov en Ligue des Champions. C'est là où je voulais en venir, si je devais me projeter sur l'année prochaine. Il y a une autre éventualité, c'est le club voudrait se séparer de Donnarumma et donc prépare un peu l'après Didio. Ce qui m'étonnerait, mais dans cette éventualité, pourquoi ne pas dire à Donnarumma directement que tu ne veux pas de lui, en fait, et le mettre sur le marché des transferts, le pousser vers la sortie, plutôt que d'essayer de le challenger de manière un peu malsaine, comme c'est le cas avec cette espèce de concurrence annoncée. Voilà. Donc on pourrait dire que le club manque un petit peu de grandeur, de fermeté aussi, si c'est ça, parce que ça peut être aussi une hypothèse, essayer de faire partir Donnarumma comme ça. Aussi, on peut se dire que le club cherche à être en position de force dans les négociations pour une potentielle prolongation, puisque fin de contrat 2026 pour Donnarumma. Donc on a eu des échos ces derniers mois. Bon, du côté de Di Marzio, relais de l'agent du joueur, on nous dit Donnarumma veut s'inscrire à long terme, il voudrait même être capitaine. Bon, du côté du club, il y a eu quand même quelques échos dans les médias français. Parce que c'est vrai qu'en 2026, il y a plein de joueurs importants qui sont en fin de contrat. Nuno Mendes par exemple. Et sur Nuno, on a eu 0 écho de prolongation. Mais vraiment, 0 média, que ce soit au Portugal ou en France. Peut-être que le club attend
de voir le niveau physique de Nuno au début de la saison, parce que c'est vrai que là, depuis son retour de blessure, on a été un peu obligé de le laisser à la maison un match sur deux, quoi. Donc c'est un peu gênant. Et puis quand il était sur le terrain, c'est vrai qu'il affichait pas son meilleur niveau, pas forcément de monter en puissance, disons, sur cette fin de saison, même s'il était titulaire sur tous les matchs de Ligue des Champions, avec aussi des prestations en deçà de ses des standards qu'il avait avant sa blessure. Hakimi aussi. Hakimi, fin de contrat 2026. Pour Hakimi, alors il y a le dossier Mbappé, bien sûr, on peut lier les deux. Hein. Peut-être qu'il va vouloir rejoindre au Real son ami, ou son conjoint, son concubin. Mais en 2026, on nous dit que le club songe à laisser Hakimi aller au JO avec le Maroc pour essayer de jouer là-dessus quand il faudra le prolonger après. Je suis pas trop pour. Parce que de l'autre côté, tu as refusé les JO à Hakimi et à Barcola, à Zahir Emery et Barcola avec donc Thierry Henry. Bon, à partir du moment où tu refuses pour un joueur, pour moi c'est pour tous en fait. Parce que là, ça reviendrait à créer des statuts et c'est pas bon. Voilà. À partir du moment où on a refusé pour Barcola et Zahir Emery, on doit refuser pour tous les autres. Voilà. Encore plus sur Lee Kang-in par exemple, hein, qui sort d'une saison absolument effrénée entre les allers-retours sélection club. Donc voilà mon avis un peu sur les JO, surtout qu'Hakimi aujourd'hui est quand même très important. Pour faire toujours un lien avec Zahir Emery, il a prolongé avec un salaire top 7 de l'effectif, plus de 10 millions d'euros. Je pense pas qu'avec ce statut-là, Zahir Emery soit cantonné en fait à jouer latéral droit quand Hakimi n'est pas là, comme c'était le cas sous son précédent statut avant la prolongation. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez intransigeant, même si on a eu des rumeurs frimpong ces derniers jours. Bon, là-dessus, un peu de pincette. Donc peut-être que le club, pour revenir sur Donnarumma, voilà, essaye de le challenger pour, quand on négociera la prolongation, l'avoir un petit peu en position de faiblesse, hein, par rapport à son giga salaire actuel, ce qui est une réalité, voilà, plus de 10 millions, voire 12 millions par an. Peut-être que voilà, tu pourrais négocier un salaire à la baisse, lui reverra ses motivations et exigences, même s'il y a aussi le risque qu'il part librement, hein, puisqu'il l'a fait à son club formateur Milan, voilà, pas de la plus belle des manières, il faut aussi l'avouer les gars, il faut aussi se mettre à la place des supporters du Milan, même si une fois que tu as récupéré le PSG, c'est sûr qu'en matière de contrat, bon, peut-être que tu fais pas mieux en fait, peut-être qu'il trouvera pas mieux, bref. Bon, pour revenir sur la concurrence, moi j'aime pas. La concurrence au poste de gardien, j'aime pas parce que l'issue elle est déjà connue. En fait, l'issue, c'est que pendant la concurrence, tous les joueurs qui vont être impliqués dedans vont voir leur performance individuelle baisser. Mentalement, ils vont pas vraiment y être. Mais au final, il y aura quand même un gagnant. Malgré une baisse de régime, il y aura quand même un numéro 1 et un numéro 2. C'est-à-dire que la concurrence, pour moi, n'est qu'une solution circonstancielle. C'est pas quelque chose qui se met en place dans un club au poste de gardien. Ça finit. La nature revient toujours, en fait. Et le numéro 1 se dessine au bout de 3-4 mois. Et derrière, terminer un gagnant, un perdant. Le problème, c'est que le perdant, il est souvent dévalorisé. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons Donnarumma, Safonov qui passe devant Donnarumma, ce qui peut être possible, hein, parce que Luis Enrique est capable de tout dans cet effectif. Et donc l'année prochaine, on se retrouve avec Safonov numéro 1, Donnarumma numéro 2, Donnarumma avec 1 an de contrat, voilà, et qui donc est numéro 2 au PSG complètement déclassé. Qui va vouloir nous racheter la dernière année de contrat de Donnarumma ? Eh bah, t'es baisé. On l'a vu aussi avec Keylor Navas, hein, que t'as déclassé dans le cadre de la concurrence en 2021, et au final, t'es obligé d'attendre la fin de contrat parce que t'arrives pas à t'en débatouiller, il y a personne qui en veut, même si lui aussi, de son côté, a refusé l'Arabie Saoudite par moment, je crois. Pour les automatismes avec la défense, c'est évident que c'est pas bon de changer de gardien tous les 4 matins. Déjà que cette année, on a vu quelques mésententes entre Danilo et ses gardiens. Donnarumma contre Nantes, Navas contre Reims. Donc voilà, l'année prochaine, bien sûr qu'il faut un gardien numéro 1 pour que, avec la défense, ça travaille bien. Bien sûr qu'il y a de la politique à ce poste. On va voir, bien sûr, au sein du vestiaire, des joueurs prendre position pour l'un ou l'autre gardien qui est en copinage avec certains joueurs. Là-dessus, Donnarumma prend un avantage par rapport à Safonov qui va arriver et qui va avoir, bien sûr, beaucoup de travail pour s'intégrer en étant russe. Déjà, j'espère qu'il parle anglais, à minima, espagnol au plus, et puis français dans l'idéal. Mais voilà, rappelez-vous, en 2021, Mino Raiola et Zlatan qui font des déclarations, qui militent
pour Donnarumma devant Keylor Navas. Zlatan. Typiquement, on a là le cas d'une déclaration commandée par le clan, en fait, pour essayer de faire pression sur le club, pour essayer d'orienter un petit peu la vie des supporters. Et puis les gars, je pense que j'ai oublié le plus important. C'est-à-dire qu'il faut rester sérieux 2 minutes, quoi. Donnarumma en concurrence avec Tenas, c'est drôle. Peut-être que Tenas est meilleur avec ballon, peut-être que Tenas est un gardien qui fait des passes décisives, mais c'est un gardien qui ne fait pas d'arrêt, en fait, qui ne repousse pas les ballons. Donc ça, c'est très problématique. En plus, il est petit, d'accord enfin, il y a bien une raison si le Barça ne l'a pas retenu l'été dernier. Donc il faut être sérieux. Voilà, quand De Gord nous parle de concurrence entre Tenas et Donnarumma, je me dis, on se fout de notre gueule. Safonov, allez, je demande à voir. Et franchement, je suis plutôt positif à son égard. Hein. Allez regarder la vidéo que j'ai fait il y a 8 jours. D'ailleurs, si on veut aller plus loin, reprise de l'entraînement le 15 juillet. Imaginons l'Italie aller en demi-finale ou en finale de l'Euro. Donnarumma arrivera donc avec 3 semaines de retard par rapport à Safonov, qui sera titulaire, par exemple, pour le Trophée des Champions. Peut-être que le Russe prendra à ce moment-là un avantage dans la concurrence sur Donnarumma, parce que lui, il sera là à la reprise de l'entraînement, quand Donnarumma sera obligé de prendre des vacances et tout ça. Bon, là, je suis allé un peu loin, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut rester sérieux. Donnarumma est un extraordinaire gardien. J'ai aucun mal à parler de ses problèmes en Ligue des Champions. Je l'ai fait dès le début de la vidéo. Mais l'issue, je pense qu'elle est toute connue, les gars, en fait. Encore une fois, on nous fait tout un pataquès. Et je pense pas prendre trop de risques en vous disant que fin de saison prochaine, Donnarumma est numéro 1. Donnarumma est numéro 1, quoi qu'il arrive. Il va passer cette épreuve, même si de l'autre côté, c'est aussi la saison la plus importante de sa carrière, parce que là, bien sûr, l'année prochaine, on l'attend au tournant. Voilà, il va falloir en Ligue des Champions passer ce cap, avec plus de matchs, 2 à minima en phase de poule. Il va falloir devenir décisif. Et puis surtout, contractuellement, ça va être aussi une saison décisive, puisque à la fin de cette saison, il se retrouvera avec plus qu'1 an de contrat au PSG, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il faut rester sérieux. Nous parler de concurrence, c'est bien, mais il faut aussi nous mettre des joueurs qui semblent se rapprocher du niveau quand même de Donnarumma, à minima sur sa ligne, hein, bien sûr. D'ailleurs, rappelez-vous la première alternance. Avant le match retour face au Real, Donnarumma l'a gagné. Donnarumma l'a gagné parce qu'il est meilleur que Navas. Il fait une grosse prestation contre City pour son premier match en Ligue des Champions. D'ailleurs, à mes yeux, c'est son plus gros match au PSG depuis qu'il a signé, ou à minima en Ligue des Champions. Même si ça tenait aussi, cette victoire de Donnarumma dans l'alternance, au niveau de Navas, qui prend un carton rouge idiot contre Nantes en novembre, qui prend un but gag contre Lens. Rappelez-vous le 1-1 qu'on fait là avec le maillot blanc et rose, avec Wijnaldum qui égalise à la dernière minute sur un centre d'Mbappé, mais un but de Seko Fofana où il y a une grosse erreur de main de Navas qui se fait catapulter sur une frappe de loin. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pas trop de doute en fait. Pour moi, ce débat est très stérile en fait. Limite, je regrette d'avoir fait 22 minutes de vidéo là-dessus parce que l'issue est connue. Donnarumma sera numéro 1, j'ai confiance en lui. Et puis surtout, le débat est stérile parce que tu peux faire tout ce que tu veux sur le gardien. Quand il est surexposé par sa défense centrale, je pense que c'est pas lui le problème. Et donc aujourd'hui, si on pouvait prioriser l'achat d'un bon défenseur ou alors de latéraux qui empêchent les adversaires de centrer, ce serait pas mal. Et on parlerait moins des soucis dans les airs de Donnarumma, par exemple. Hein, parce que, bien sûr, avant de parler de non-sortie de Donnarumma, il faut parler de nos latéraux qui laissent centrer, de nos défenseurs qui ne se jettent pas au duel. Hein, parce que, voilà, sur le match face au Barça, le but de Christensen, par exemple, pourquoi c'est Zahir Emery qui est au duel et pourquoi Zahir Emery perd complètement son duel avec le buteur catalan, tout simplement. Pourquoi au premier poteau, le ballon passe alors qu'on met des joueurs, justement, dans cette zone-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, 2 priorités. La défense centrale avant le gardien pour moi, parce que voilà, Donnarumma est un gardien absolument surexposé. Et ensuite, sur les coups de pied arrêtés, ça me semble assez évident que le PSG doit travailler de manière collective. Hein, c'est vrai que là-dessus, c'est un point qu'on pourrait mettre en bémol pour Luis Enrique cette saison, avant de dire ouais, le gardien il est mauvais sur les coups de pied arrêtés. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain probablement pour parler de Julian Alvarez. Voilà. Et puis voilà, après on parlera
de je sais pas qui. Donc là, les gars, cette semaine, on va charbonner les vidéos parce qu'après, la semaine prochaine, c'est le début de l'Euro. Forcément, il y aura moins d'actualité. Et moi, je pars en vacances. Vous me direz encore, mais je pars juste une petite semaine, voilà, où il y aura probablement pas de vidéo du 17 au 22 juin. Mais bon, je me suis permis de prendre ça parce que normalement, il n'y aura pas d'actualité, quoi. Pendant l'Euro, ça va être un peu compliqué au niveau des vidéos. Ciao les amis, prenez soin de vous.